Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. La 47e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro est fin prête. Elle prêtera serment ce vendredi en présence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées, le ministre de la Défense et des anciens combattants. Le général des corps d'armée Sadio Kamara a assisté hier au dernier exercice de préparation. Destruction à Koulikoro de 23 dragues et leurs accessoires saisis sur le fleuve Niger. Une opération menée par le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à travers l'agence du bassin du fleuve Niger. Une lutte que les autorités entendent mener jusqu'à l'élimination totale du phénomène du dragage de l'or dans le fleuve du Niger. Bamako s'apprête à accueillir le deuxième sommet de l'AES. En prélude à cette rencontre de haut niveau, les chefs de la diplomatie du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont en conclave à Ouagadougou au Burkina Faso. Les ministres en charge des affaires étrangères ont salué les progrès enregistrés en si peu de temps dans les piliers défense et sécurité, diplomatie et développement. Le Mali honoré à Kigali au Rwanda, 3 de nos compatriotes ont été récompensés à travers le prix africain de développement PADEV Kigali 2025. Le profil des lauréats à découvrir dans ce journal avec Tamsir Djabati. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 26 novembre 2025 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Avec moi sur ce plateau, Mahamadou Kone pour la lecture du communiqué. Bonsoir. Bonsoir, Barakissa Ouattara. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Le présent projet de loi est initié en application des articles 121 de la Constitution et 13 de la Charte de la Transition. Il vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi durant la période comprise entre la clôture de la session ordinaire du Conseil national de transition ouverte le 6 octobre 2025 et l'ouverture de la session ordinaire du mois d'avril 2026, le 13 avril 2026. Le projet de loi adopté habilite le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour la réalisation de son plan d'action, notamment la création, l'organisation et le contrôle des services et organismes publics, l'organisation de la production, les statuts du personnel, les traités et accords internationaux. 2. Sur le rapport du ministre de l'Élevage et de la Pêche, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte régissant la police sanitaire des animaux terrestres.
le cadre législatif et réglementaire de la prévention, du contrôle et de la lutte contre les maladies animales, y compris les zoonoses majeures, est fixé par la loi numéro 01-022 du 31 mai 2001 portant répression des infractions à la police sanitaire des animaux sur le territoire de la République du Mali et son décret d'application. Après plus de 2 décennies, l'application de ces textes a révélé des insuffisances liées notamment à l'évolution de l'environnement institutionnel et au développement du secteur de l'élevage. Les projets de texte adoptés permettront de corriger les insuffisances constatées et d'apporter les innovations, entre autres, la prise en compte des recommandations de la mission d'appui à la réglementation du secteur de l'élevage et de la pêche, l'introduction de la notion de paiement de redevance lors de la délivrance des différents certificats, la prise en compte de l'évolution de l'environnement institutionnel et le transfert de certaines compétences de l'État aux collectivités territoriales dans les domaines de l'élevage et de la pêche et plus précisément en matière de police sanitaire des animaux sur le territoire national. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 9e conférence annuelle de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée du 27 au 29 novembre 2025 à Koulikoro. Cette 9e conférence, qui se tient dans un contexte de renforcement de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, a pour objectif de créer un cadre d'échange et de réflexion sur des questions thématiques intéressant la vie et le fonctionnement des services de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, d'harmoniser les méthodes de travail, de partager le bilan des activités de l'année 2025 et de définir les objectifs et les orientations pour l'année 2026. La conférence annuelle de 2025 est placée sous le thème « L'administration pénitentiaire à l'épreuve du terrorisme, du radicalisme et de l'extrémisme violent, défis et perspectives ». 2. Le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 76e réunion extraordinaire du Comité des ministres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, tenue le 21 novembre 2025 à Dakar, au Sénégal. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar est chargée de fournir les services de la navigation aérienne en route dans les espaces aériens de 19 États membres, dont le Mali. Lors de la 75e réunion ordinaire tenue le 1er août 2025, le comité des ministres a décidé d'examiner, lors d'une session extraordinaire, le plan de services et d'équipement 2026-2030 et le plan de financement y afférent. À cet effet, la 76e réunion a examiné le plan d'orientation stratégique 2026-2035, le plan de services et d'équipement 2026-2030, ainsi que son plan de financement et adopté des résolutions. 3. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres A. de la tenue de la première session du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur les 16 et 17 décembre 2025 à Bamako. Cette première session a pour objectif de renforcer la cohésion entre les Maliens établis à l'extérieur et leur pays, d'améliorer la coordination des interventions publiques et de garantir la participation effective de la diaspora au développement national. Le lancement de la première session marque une étape majeure dans la refondation du lien entre l'État et sa diaspora. B. De la célébration de la Journée internationale des migrants, édition 2025, prévue les 18 et 19 décembre 2025 à Bamako. L'édition 2025 est placée sous le thème national « Migration et promotion culturelle ». La contribution des Maliens établis à l'extérieur vise à mettre en exergue le rôle de la diaspora malienne dans la diffusion, la préservation et le rayonnement de la culture nationale à travers le monde.
La célébration de la journée sera marquée notamment par des conférences de haut niveau sur les liens entre migration, culture et développement, l'installation d'un village des migrants dédié à la sensibilisation, à l'information et à la valorisation des initiatives de la diaspora et des activités citoyennes et symboliques à la Cité des Maliens de l'extérieur. La Journée internationale des migrants offrira un cadre de dialogue, de reconnaissance et de mobilisation autour des valeurs de solidarité, de dignité et d'humanité qui fondent la politique migratoire du Mali. C'est de sa mission effectuée du 11 au 15 novembre 2025 au Gabon. Cette mission avait pour objectif d'échanger avec les autorités gabonaises sur les difficultés rencontrées par nos compatriotes, de rencontrer la communauté malienne de Libreville afin de recueillir ses préoccupations, de partager les efforts du gouvernement en faveur des Maliens établis à l'extérieur, d'encourager nos compatriotes à orienter leurs transferts financiers vers des investissements productifs. Au cours d'une audience, les parties maliennes et gabonaises ont réaffirmé leur volonté de consolider les relations historiques d'amitié et de coopération, ainsi que leur engagement mutuel à œuvrer pour le bien-être de leurs ressortissants dans un esprit de fraternité africaine. 4. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres des conclusions de la conférence internationale sur la garantie de la souveraineté alimentaire dans les pays africains tenue du 20 au 21 novembre 2025 à Addis Abeba en Éthiopie. Cette conférence avait pour objectif de contribuer au renforcement de la coopération russo-malienne dans le secteur agricole à travers l'identification des opportunités d'investissement et de partenariat dans le secteur, ainsi que des solutions pratiques pour renforcer la sécurité alimentaire et accélérer la transformation durable des systèmes agricoles en Afrique. Elle a constitué un cadre d'échange entre les représentants de gouvernements, d'organisations régionales et internationales, de communautés d'experts, d'organisations paysannes et du secteur privé sur l'opérationnalisation du plan d'action du Forum de partenariat Russie-Afrique 2023-2026. Au cours de la conférence, la Fédération de Russie a réaffirmé sa volonté de contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire en Afrique par le biais d'un partenariat responsable en favorisant la transformation durable des systèmes alimentaires en Afrique. En marge de la conférence, la délégation malienne a eu des rencontres d'affaires avec des sociétés russes évoluant dans le secteur de l'agroalimentaire. 5. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres de la tenue du Salon international de l'entrepreneuriat AES du 18 au 21 novembre 2025 à Bamako. Cet événement qui a rassemblé les délégations du Mali, du Burkina Faso, du Niger, ainsi que celles de pays amis, s'est tenu dans un contexte régional marqué par des enjeux multidimensionnels influençant directement les dynamiques économiques, sociales et entrepreneuriales de la Confédération AES. Le salon a été marqué par une session inaugurale animée par le président du Comité national de développement AES, une conférence de haut niveau et 5 panels réunissant membres de gouvernement, experts, décideurs publics, chercheurs, entrepreneurs et partenaires techniques autour des grands enjeux de l'écosystème entrepreneurial. 6. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres A. de la tenue de la première édition de la Journée nationale des exportations du Mali le 7 décembre 2025. Cette première édition, placée sous le thème « Développement endogène, défis et opportunités pour la promotion des exportations », réunira plus de 1000 participants, dont les autorités publiques, les opérateurs économiques nationaux et internationaux, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Pour cette première édition, la Turquie est désignée pays invité d'honneur. Le Burkina Faso, le Niger, la Russie, la Chine, l'Inde, le Maroc et le Togo sont retenus comme pays invités spéciaux. La célébration de la journée sera marquée par plusieurs activités, notamment une exposition des produits et services maliens, des rencontres d'affaires et des panels thématiques
sur le financement des exportations, le rôle des femmes et des jeunes, la transformation des ressources locales et l'intégration des produits maliens sur le marché extérieur. B. De la réception de 82 citernes de produits pétroliers offerts par la République du Niger. Ce don d'un volume total de 4 311 100 litres d'hydrocarbures à une valeur estimée à 3 291 952 500 francs CFA. Le convoi, qui a parcouru plus de 1400 km de Niamey à Bamako, a été escorté par un important contingent des forces armées des pays de l'AES. Cette donation s'inscrit dans le cadre de l'engagement des trois pays à relever ensemble les défis de la défense, de la diplomatie et du développement. 7. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques tenue du 6 au 21 novembre 2025 à Belém, en République fédérative du Brésil. La participation du Mali à cette importante rencontre internationale sur le climat dans un contexte d'urgence climatique et sécuritaire témoigne de la volonté et de l'engagement de notre pays à contribuer à l'effort collectif mondial de lutte contre les changements climatiques. À l'occasion du segment ministériel, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a rappelé les défis climatiques majeurs auxquels notre pays fait face et lancé un appel à l'assouplissement et à la simplification des conditions d'accès au financement dédié à l'action climatique. 8. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 20e édition de la Semaine du numérique du Burkina Faso du 18 au 21 novembre 2025 à Ouagadougou. Cette 20e édition, placée sous le thème « L'intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale » a constitué une occasion pour les pays de la Confédération des États du Sahel d'échanger sur les défis de sécurité et de développement socio-économique dans l'espace sahélien. Les travaux ont été sanctionnés par la signature de conventions, notamment celles relatives à la coordination des fréquences aux frontières des pays de l'AIS afin de prévenir les interférences nuisibles et d'assurer la qualité des services de télécommunication. 9. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Barakissa, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci Mahamadou Kone et nous poursuivons ce journal avec cette rencontre d'échange ce matin entre le Parlement des enfants et les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les échanges ont tourné autour de la note de plaidoyer en faveur des droits des enfants. Ceux-ci ont saisi cette occasion pour émettre une note au président de l'institution et solliciter par la même occasion son soutien. Reportage Mamadou Fani. Le Parlement des enfants du Mali à la recherche de soutien pour sa note de plaidoyer en faveur de ses droits. Après le CNT, c'est au tour du Conseil économique, social, environnemental et culturel de recevoir les représentants des enfants du Mali pour défendre la vision de leur organisation. Cette rencontre avec les conseillers de la République se tient dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du droit de l'enfant le 20 novembre de chaque année. On souhaite qu'ils prennent vraiment en compte notre plaidoyer, notre note de plaidoyer. Déjà que le président, il avait très bien compris et ça nous a rendu vraiment heureux vu qu'il a compris un peu le thème et tout. Il s'agit pour les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel d'écouter et de comprendre les enfants du Mali sur la planification et la structuration de leur Parlement. La protection et la promotion des droits de l'enfant ne relèvent pas uniquement du Parlement des enfants ou des structures sectorielles. Elle relève de la nation entière. Elle nous interpelle tous. Les enfants représentent non seulement notre avenir, mais ils incarnent aussi notre responsabilité morale
la plus fondamentale. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel restera à vos côtés. Sachez d'ores et déjà que votre engagement, votre discipline et votre amour pour votre patrie sont essentiels. Les défis des mères et des avancées ont été constatés sur leurs droits selon le Parlement des enfants. Ils souhaitent que leur note de plaidoyer soit davantage soutenue pour que tous les enfants du Mali bénéficient du même droit comme le stipule la Constitution. Je le disais, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées, est attendu à Koulikoro ce vendredi. Le chef de l'État présidera la cérémonie de sortie de la 47e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Toutes les dispositions sont prises pour une organisation parfaite de la cérémonie. D'ailleurs, le ministre de la Défense et des anciens combattants a assisté hier au tout dernier exercice de préparation. C'est ce que nous dit Abdoulaye Sako de la DIRPA. Une cérémonie militaire, c'est comme un spectacle d'orchestre dans lequel chacun joue sa partition à la perfection. Derrière les belles prestations de ces grands jours, il y a tout un travail. La répétition, encore la répétition, jusqu'à ce que l'harmonie, la symphonie et la fluidité s'installent dans les mouvements. Vous êtes entré dans les boîtes. Devant l'œil vigilant du ministre de la Défense et des anciens combattants, accompagnés des responsables militaires, les élèves officiers d'actifs de la 47e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro répètent pour une dernière fois avant la cérémonie de sortie. Le port des épaulettes, la prestation de serment ou encore le chant de promotion, tout est scruté à la loupe par le général de corps d'armée Sadio Kamara et ses hommes. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État, chef suprême des armées, a mis l'homme au centre de sa politique. Raison pour laquelle il porte une attention particulière à la formation des hommes. Ce matin, je suis venu superviser la dernière répétition avant la cérémonie même de sortie, la 47e promotion, qui sera le vendredi, Inch'Allah, s'il plaît au bon Dieu. Ce que nous avons vu est rassurant. Nous pouvons affirmer que tout est fin prêt pour la sortie. L'école militaire interarmes de Koulikoro va apporter du sang neuf à la grande famille des officiers maliens et africains. Les 22 et 23 décembre prochains, Bamako va accueillir la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. En prélude à cette rencontre de haut niveau, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, son Excellence Karamoko Jean-Marie Traoré, de la République du Mali, Abdoulaye Diop, et de la République du Niger, Bakari Yao Sangaré, étaient en réunion aujourd'hui à Ouagadougou. Le point avec Moussaki. Le ministre malien en charge des affaires étrangères, président de cette rencontre, lance officiellement les travaux de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel dans la capitale burkinabé. Abdoulaye Diop revient sur les acquis engrangés par cette confédération dans le domaine de la défense depuis sa création le 6 juillet 2024. Moins d'un an et demi après la création de la Confédération AES à Niamey le 6 juillet 2024, dans le domaine de la défense et de la sécurité, des avancées considérables ont été réalisées sur le terrain par nos forces armées et de sécurité, y compris la force unifiée AES, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Malgré les ingérences extérieures, pire, malgré les soutiens des sponsors étatiques étrangers aux groupes armés terroristes opérant au Sahel, nos forces ont démontré leur capacité à s'adapter aux menaces et à réagir avec efficacité et précision aux attaques lâches et perfides. Au plan économique,
La Confédération s'est dotée d'un outil souverain et stratégique de financement de ses projets structurants à travers la mise en place de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. À cela s'ajoute le rayonnement diplomatique de l'entité. Au plan diplomatique, la concertation permanente de nos trois chefs d'État confédérés sur les grands enjeux mondiaux d'intérêt commun a permis de renforcer la visibilité et la reconnaissance internationale de la Confédération, devenant ainsi un acteur majeur géopolitique qui compte désormais sur la scène régionale et internationale. Aujourd'hui, l'AES parle d'une voix, d'une seule voix, et se trouve engagé dans des partenariats stratégiques avec les grandes puissances de ce monde, avec les grandes puissances de ce monde, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. La dynamique se poursuit et cette rencontre de Ouagadougou doit examiner et apprécier le travail des experts et hauts fonctionnaires de la Confédération. Un document qui va être soumis aux trois chefs d'État de la Confédération AES en décembre prochain. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter et saluer l'équipe des experts qui a travaillé 2 jours durant pour préparer les dossiers de la présente réunion. Je souhaite que les conclusions auxquelles nous parviendrons puissent être à la hauteur des attentes du Conseil des ministres en prélude au sommet des chefs d'État. À cette réunion de Ouagadougou, les ministres en charge des Affaires étrangères rendent hommage aux forces combattantes engagées contre le terrorisme. Ils dénoncent aussi la campagne médiatique menée par des organes de presse occidentaux faisant l'apologie du terrorisme dans les 3 pays de la Confédération des États du Sahel. Le Premier ministre nigérien, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine, a accordé hier une audience à une délégation des investisseurs responsables de la société minière de Dassa Somida, une compagnie minière canadienne. Le compte-rendu de cette audience avec nos confrères de la télévision nigérienne, Lawali Mainasara. Les échanges avec la délégation de la société minière de Dassa Somida, conduite par son président directeur général Stephen Roman, ont été à la fois fructueux et cordiaux. Ils ont permis aux 2 parties de faire l'état des lieux en ce qui concerne le projet en cours et les perspectives. On a parlé de notre société et puis l'État du Niger, un partenariat très gagnant-gagnant. Et puis j'ai donné un update des travaux qu'on fait là-bas au site maintenant. On a plus que 700 qui travaillent là-bas. Tous sont nigériens. Tous les sous-traitants sont nigériens. Donc c'est un projet nigérien. Je crois que le financement sera fini dans 2 mois. Et puis la production, j'espère que ça va commencer à 2028. Le président directeur général Stephen Roman dit enfin avoir trouvé une oreille attentive de la part du Premier ministre Ali Mohamed Lamine, qui a pendant l'entrevue rassuré l'engagement de l'État nigérien à garantir les investissements dans l'intérêt du peuple nigérien, et cela en tenant compte des principes sacrés de la refondation basés sur un partenariat gagnant-gagnant, un développement local et un respect de la souveraineté du Niger, toute chose que la société Somida s'engage pleinement à accepter. Le président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo, un des moteurs de la CEDEAO, a été arrêté aujourd'hui. Des militaires soucieux de la bonne marche du pays ont pris le contrôle du pays. Ceci 3 jours après l'élection présidentielle où il disait avoir remporté avec 65% des suffrages selon son propre décompte
des voix alors même que la proclamation officielle était prévue demain jeudi. Des tirs ont retenti aux abords du palais à Bissau. Le chef de l'État a été arrêté et des hommes en uniforme ont annoncé la suspension du processus électoral ainsi que la fermeture des frontières. Une annonce faite via un communiqué lu depuis le siège de l'état-major des armées dans la capitale. Plus tôt dans la journée, le président Umaru Sissoco Embaló avait lui-même annoncé à un média son arrestation. Le chef d'état-major général des armées, le vice-chef d'état-major et le ministre de l'Intérieur ont également été arrêtés en même temps que lui. Tous seraient détenus dans les locaux de l'état-major selon Umaru Sissoco Embaló. Ces derniers a ajouté qu'aucune violence n'avait été commise à son encontre lors de ce coup d'État. Je vous le disais, le Mali était à l'honneur à Kigali, au Rwanda, à la faveur de la cérémonie de remise de la 20e édition du prix africain de développement PADEV Kigali 2025. Et l'opérateur économique Youssouf Touré, président directeur général de Djabali Transit, a eu la plus grande distinction honorifique attribuée par la famille royale intitulée Sabre d'or. Le directeur général des douanes, l'inspecteur général Amadou Kounaté, élevé au rang de docteur honoris causa, et notre confrère Baladji Touré, directeur de publication du journal Reflet d'Afrique, qui a remporté le prix du meilleur manager africain du secteur de l'information et des médias. A noter que le PADEV récompense le mérite des hommes et les femmes engagés pour le développement du continent africain. Commentaire Tamsir Diabati. Kigali PADEV 2025. Le Mali, encore une fois, s'impose sur la scène africaine, propulsé par ses opérateurs économiques et directeurs des services d'assiette, douane, transit et industrie, dont le savoir-faire et la rigueur managériale forgent l'admiration. Au premier rang de ces figures qui font rayonner le Mali, un nom s'impose comme une signature de réussite. Dr Youssouf Touré, président directeur général de Djabali Transit. L'homme désormais à la tête de sa 5e entreprise décroche son 5e prix africain du développement. Il se voit remettre la plus prestigieuse distinction honorifique, décernée par la famille royale. Le légendaire Sabre d'or, une consécration qui scelle son statut de figure incontournable du développement africain. Chaque passage de PADEV, ça m'a toujours donné une idée pour aller loin. Parce que si on entend les parcours des uns et les autres, je réunis toujours les idées au retour dans mon pays natal. J'ai fait travailler un document de Djabali Transit International. Je suis à ma 5e société aujourd'hui. Le prix africain du développement vient réaffirmer et sceller la reconnaissance du Mali envers l'un de ses fils. Il s'agit de l'inspecteur général Amadou Kounaté, directeur général des douanes maliennes. À peine 2 mois après l'hommage solennel du chef de l'État, la reconnaissance franchit les frontières. Il est élevé au rang de docteur honoris causa, une distinction rare, symbole d'excellence et de leadership continental. Dans la catégorie finance et investissement structurant, le PADEV 2025 a une nouvelle fois mis en lumière l'audace et l'ingéniosité malienne. Dr Alassane Sissoko et Tcherno Ba ont décroché le prestigieux Grand Prix Étoile d'Afrique et la moisson ne s'arrête pas là. Traoré Mint Amidou Fatoumata Mbarka s'illustre en remportant le prix africain du mérite et de l'excellence, tandis que dans la catégorie meilleur manager africain du secteur de l'information et des médias, c'est Baladji Touré, directeur de publication du journal Le Reflet d'Afrique, qui s'empare de la distinction. À travers cette distinction, une évidence s'impose. Le Mali rayonne par le talent de ses filles et fils. À l'international comme sur le continent, une vérité se confirme. Le travail bien fait reste le seul passeport vers la vraie renaissance.
Félicitations donc aux lauréats. La 5e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, Siama, ouvre ses portes demain, 27 novembre, au Parc des expositions de Bamako. Placé sous le thème artisanat, facteur de développement et de sauvegarde de notre identité culturelle, cette édition accueille comme pays invité d'honneur le Burkina Faso et le Niger, ainsi qu'un invité spécial, la Chambre des métiers de l'artisanat de Rabat, Saleh Kenitra au Maroc. Les enjeux du Siama 2025 avec le ministre en charge de l'artisanat et de la culture, Mahmoud Afé, est au micro de Moussa Kamara et Oumar Traoré. Le Salon Siama est un espace de promotion du consommé local malien, mais aussi c'est un espace d'échange, de partage et de réseautage entre les artisans du Mali et du reste de l'Afrique. Pour cette édition exceptionnelle, nous attendons 1000 artisans qui vont exposer, provenant de 16 pays africains, et dont nous avons les pays de l'AES, le Burkina Faso et le Niger comme invités d'honneur. Mais nous avons également la Chambre des métiers de Rabat, du Maroc, qui est invitée par la Chambre des métiers du Mali. Et donc ça va être un moment de brassage, d'union. Et vous savez, l'artisanat est très important pour l'économie malienne, mais pour les dimensions sociales et culturelles également. En termes d'économie, l'artisanat emploie 40% de la population active. Dans l'économie et dans l'action de tous les jours du Mali, l'artisanat est la base de l'industrialisation. Et en plus des expositions, du réseautage, des grands panels, il y aura des hauts panels de discussion sur l'industrialisation de notre artisanat et sur le consommé malien, parce que vous savez, en ce moment, le Mali prépare une stratégie locale, une stratégie nationale pour le consommé local. Ce serait un tremplin pour préparer les artisans à faire face aux commandes publiques. Au-delà de l'artisanat, ce salon, c'est un salon de l'unité nationale. Parce que créer un marché, et nous attendons plus de 500 000 visiteurs. Je lance un appel à l'ensemble de la population du Mali de participer à ces salons, de venir célébrer la créativité, l'imagination de nos artistes, parce qu'il va y avoir des talents qui vont être étalés. Et cette édition, Siama, sera placée sous la présidence du président de la République du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, et qui, dans sa vision historique, a décrété l'année 2025, année de la culture. Et je l'annonçais au sommaire, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, à travers l'agence du bassin du fleuve Niger, ABFN, a procédé aujourd'hui à la destruction et à l'incinération d'une vingtaine de dragues et leurs accessoires saisis sur le fleuve Niger à Koulikoro. Cette opération s'est déroulée au quai d'embarquement de la Komanaf sous l'œil vigilant des autorités régionales qui ont promis de maintenir cette dynamique jusqu'à l'élimination totale du phénomène du dragage de l'or dans le fleuve Niger. Le compte-rendu de Boubacar Sissoko et Salif Maïga. L'exploitation de l'or par dragage nuit dangereusement à l'écosystème de nos cours d'eau, singulièrement les fleuves. Elle affecte également la santé humaine et animale. C'est ce qui justifie cette destruction de 23 dragues et leurs accessoires saisis sur le fleuve Niger à Koulikoro. Les accessoires ont été incinérés sur le quai d'embarquement de Koulikoro. Et la moisson a été belle parce que nous avons pu avoir 23 dragues ont été saisies avec leur équipement et nous avons reçu l'instruction de les incinérer. La détermination du département pour contrer cette activité qui est dégradante, polluante pour l'environnement et les ressources en eau, notre détermination est sans faille. Les autorités de la transition accordent une grande importance à la sauvegarde de nos cours d'eau. Le jeudi dernier, effectivement, nous avons reçu l'information comme quoi il y a des exploitants de dragues sur le fleuve Niger dans la commune de Meguetan. Et suite à cela, nous avons planifié une mission qui fut composée des agents de sécurité, du personnel des eaux et forêts, du personnel de l'agence du bassin du fleuve Niger, qui ont pu traquer ces exploitants. Les moteurs ont été démontés, tout comme certains accessoires. Ce fut le cas à Kangaba il y a quelques mois. Nous avons reçu effectivement des instructions de mettre à feu ces équipements-là. Les ferrailles qui sont issues de cette action d'envergure de destruction et d'incinération seront vendues. Les recettes seront reversées au compte de l'état-major général des armées. Nous avons pris un certain nombre de dispositions au niveau régional déjà depuis 2023. Et quant à l'interdiction de fabrication des dragues au niveau de certaines circonscriptions locales. Mais également nous avons
pris des dispositions empêchant la circulation de ces dragues-là sur les cours d'eau. Dorénavant, il n'y aura pas de mise en garde. Nous allons prendre les mesures qui s'imposent pour que les exploitants répondent des actes qu'ils auraient commis. L'eau, jadis qualifiée d'inodore et incolore, a pris désormais la couleur jaunâtre dans le fleuve Niger à Koulikoro à cause des actions drastiques du dragage qui la pollue dangereusement. Après plus de 2 mois de pénurie de carburant paralysant Bamako, la situation connaît enfin un répit. Depuis ce lundi, les files d'attente interminables devant les stations-service disparaissent au fur et à mesure et la circulation reprend son cours normal, soulageant tant les conducteurs que les pompistes qui avaient été confrontés aux vols et aux agressions pendant cette épreuve difficile. C'est ce que nous dit Adam Maïga dans ce reportage. À peu près 2 mois de crise de carburant au Mali, le calme semble revenu à Bamako. La pénurie de carburant a été un véritable cauchemar pour les conducteurs d'engins à 2, 3 et 4 roues. Beaucoup d'entre eux passaient des nuits et jours à former de longues files indiennes devant les stations-service de la capitale. J'ai passé la nuit ici. Les moustiques m'ont piqué et c'est très fatigant. Depuis ce mardi, Bamako respire à nouveau et chacun peut circuler librement, symbole concret d'un retour à la normale. Je viens de m'approvisionner en carburant ce matin à Korofina, dans la commune 1 du district de Bamako, sans aucune tracasserie. Il n'y avait qu'une dizaine de personnes dans la station-service. Ces derniers jours, il n'est plus question de pénurie de carburant. La preuve, en l'espace de 5 minutes, j'ai pu remplir le réservoir de ma moto comme je le souhaitais. Ce matin, en quittant à la maison, la station Shell qui est à Sévénikoro, il n'y avait pas assez de personnes là-bas. Il n'y avait que 5 personnes. Donc sinon actuellement, il y avait tellement de queues que tu ne pouvais même pas t'arrêter. Avec ce retour à la normale, plus de surcharge dans les transports en commun, ni de passer des heures aux arrêts de Sotrama, c'est du moins le souhait des usagers. À vrai dire, on ne parle plus de rareté des Sotrama dans la circulation. Pour traverser le fleuve, de l'autre côté, Namasadanga, jusqu'à Badlabougou, le prix était de 250 francs CFA. Aujourd'hui, il n'est plus que de 100 francs CFA, soit le prix normal. Depuis le mois de septembre dernier jusqu'à aujourd'hui, nous avons suivi de près la situation de la pénurie de carburant dans les stations-service. La crise s'est nettement améliorée ces 2 derniers jours. Chapeau à la population pour sa résilience et aux autorités du pays pour leur leadership. Cette situation est un véritable soulagement pour les pompistes et les gérants des stations-service qui étaient débordés souvent et victimes de vols et d'agressions. Depuis hier, nos clients ont eu l'agréable surprise de la normalisation de la situation. Grâce aux efforts soutenus de nos autorités, nous pouvons aujourd'hui nous approvisionner en carburant sans difficulté. Auparavant, nous étions victimes d'agressions verbales. Actuellement, on ne parle plus de longues files d'attente, d'embouteillage ni de scènes de querelles entre les clients devant les stations-service pour avoir l'essence et le gasoil. Les pompistes et les gérants étaient auparavant tous débordés par la situation. Pour le conducteur épuisé par les longues heures d'attente, c'est la fin d'un calvaire et le début d'un retour à la fluidité tant espérée. Et suite à la réunion ministérielle conjointe tenue du 18 au 20 novembre 2025 entre le ministre des Transports et des Infrastructures et ses homologues du Sénégal, le président du Conseil malien des chargeurs informe l'ensemble des exportateurs, importateurs et transitaires que des dérogations ont été accordées aux marchandises maliennes en souffrance au port de Dakar. Par une note circulaire du 25 novembre 2025, le port autonome de Dakar a demandé aux compagnies maritimes et manutentionnaires de procéder
procéder à l'annulation intégrale des frais de surestarie, de magasinage et de détention afférents aux marchandises concernées. Cette décision dérogatoire ne s'applique qu'aux marchandises en transit au port de Dakar à destination du Mali ayant dépassé la période de franchise à la date de la signature de la circulaire susmentionnée pour une période de 3 mois pour permettre l'évacuation des dites marchandises. En conséquence, le Conseil malien des chargeurs invite les exportateurs, importateurs et transitaires à prendre les dispositions urgentes pour l'enlèvement des dits conteneurs. Le CMC demande également à ses ressortissants de diligenter l'enlèvement des conteneurs dont les délais de franchise ne sont pas dépassés afin d'éviter de nouvelles pénalités. Le président du CMC note que le délai susmentionné est incompressif et qu'à son expiration, aucune autre dérogation ne saurait être demandée. 40 journalistes issus de différents organes de presse renforcent leurs capacités du 25 au 27 novembre et du 1er au 3 décembre 2025 à la Maison de la Presse. Pendant 6 jours, ces journalistes seront outillés sur le management des médias ainsi que sur l'éducation aux médias et à l'information. L'objectif est de faire face à la cabale médiatique. Cette initiative est portée par la Maison de la Presse et financée par le FAFPA, Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Nous retrouvons Adam Maïga. Derrière les soldats sur le front se dressent les soldats de l'information. Ils sont unis face à la cabale médiatique. Leur arme, c'est la plume, le micro et la caméra. Pour renforcer leurs capacités, une quarantaine de journalistes suivent une formation en management des médias et l'éducation aux médias et à l'information. Pour les participants, ces 2 sessions de formation arrivent au bon moment. Cette formation tombe à point nommé. Ce sera un renforcement de capacité de plus, surtout pour nous les médias qui sont aujourd'hui un petit peu dans une situation assez critique. Et ça nous permet en ce sens de pouvoir renforcer nos capacités et de voir un petit peu plus clair à l'horizon et comment faire en sorte que surtout le média puisse tenir. Aujourd'hui, nous avons nos journaux, mais nous avons des défis à relever. Si cette formation est venue, cela va beaucoup nous favoriser. Cette formation se déroule pendant 6 jours. L'initiative est portée par la Maison de la Presse et financée par le FAFPA, Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Des médias maliens qui aujourd'hui sont réunis comme un seul homme pour faire face à l'adversité, pour faire face à la guerre informationnelle. Cela nécessite des moyens. Mais les moyens dont nous avons le plus besoin, c'est l'accompagnement, c'est la formation, la nécessaire fraternité entre décideurs et citoyens pour aider le Mali. Les thématiques retenues pour ces sessions sont en parfaite adéquation avec les défis actuels de notre pays, confrontés à des tentatives répétées de déstabilisation informationnelle. Il sera notamment sur l'évaluation de la crédibilité des sources, le décryptage des contenus trompeurs et l'analyse des motivations derrière la création et la diffusion de fausses informations. L'objectif est simple, clair. Permettre aux professionnels et aux utilisateurs de navigueurs de manière autonome et responsable dans un paysage médiatique de plus en plus complexe. Dans ce contexte de guerre informationnelle, le rôle des journalistes reste déterminant. Bien formés, ces derniers peuvent donner la bonne information. Et l'ORTM, dans sa mission de service public, ne cesse d'initier des débats sur cette cabale médiatique. L'émission Guélécan de ORTM 1, ou en français sur le Mirador, a consacré un numéro spécial à ce sujet. L'animateur Cheikh Oumar Sangari et ses invités ont débattu du thème « La presse malienne face à la cabale médiatique ». Comment peut-on expliquer une telle situation? Quelle doit être la riposte malienne?
Quelle posture doit adopter la presse malienne pour faire face à cette cabale? Pour répondre à ces questions, ORTM1 a fait appel à 5 responsables de la presse malienne, notamment le président de la Maison de la presse du Mali, celui de l'association des éditeurs de presse ACEP, ainsi que le président de l'association des professionnels de la presse en ligne du Mali, Appel Mali. Une émission suivie par Dossé Babadjara et Gaussou Achtouri. Bamako, encerclé par les groupes terroristes, la capitale malienne va bientôt tomber. A-t-on l'habitude d'attendre ce genre d'informations sur les médias occidentaux qui mènent depuis quelque temps une cabale médiatique contre les Mali, diffusant à longueur de journée des fausses informations sur notre pays? Cette campagne médiatique est contraire à l'éthique et à la déontologie du journalisme. Pour contrer cette cabale et donner de la bonne information aux Maliens, l'ORTM joue sa partition en organisant des émissions de débat public comme Goualekan. L'émission de ce soir, c'est une manière pour l'ORTM de susciter le débat autour de la contribution de la presse. On sait que le pays fait face à la désinformation, à une cabale médiatique. Donc c'est une manière pour l'ORTM de répondre à ces médias occidentaux qui sont dressés contre notre pays. Donc on sait que la presse malienne dans sa totalité est mobilisée. C'est la presse qui peut contrer la presse. Et notre presse aujourd'hui est en train de montrer à suffisance qu'elle est à hauteur pour répondre à ces presses de l'Occident qui s'attaquent à notre pays. L'émission Goualekan est une des émissions de l'ORTM où nous sensibilisons, nous informons et nous éduquons le public. On pourra témoigner qu'aujourd'hui, on a dit que la vérité. Dire la vérité, rien que la vérité, sur le sujet brillant de l'ère, tel est l'objectif de l'émission Goualekan. Pour ce numéro spécial, l'animateur Cheikh Oumar Sangaré reçoit 5 responsables des médias maliens pour décortiquer les sujets. Les invités ont unanimement dénoncé cette pratique anti-professionnelle de leurs confrères occidentaux. En écoutant les médias occidentaux, on a l'impression que le Mali est un pays à terre et les terroristes sont déjà dans la capitale malienne. Moi, je pense que ça fait partie de la propagande médiatique. Surtout, on est dans un pays où ils sont nombreux qui n'arrivent pas à déchiffrer, à faire la différence entre la désinformation, la malinformation, la mésinformation. Nous qui sommes des professionnels, c'est le moment idéal pour nous, les journalistes professionnels, de déconstruire les narratifs développés par les médias occidentaux. Et il est important aujourd'hui d'être prudent et de faire attention aux informations qui viennent des médias étrangers qui, depuis un certain temps, ont décidé de désinformer les populations. Et il est important aussi que les populations s'intéressent à l'actualité nationale à travers des médias crédibles qui sont les médias nationaux. De ce débat, on retient que toute la presse malienne ainsi que les influenceurs ou créateurs de contenu doivent jouer leur partition, défendre les intérêts du Mali. Et quelle que soit la situation, nous devons nous unir pour parler d'une même voix et combattre la désinformation. Dans le cadre de l'année de la culture et des arts décrété par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le gouvernorat de Tombouctou a lancé un concours en vue de promouvoir la richesse culturelle de la région à travers des productions médiatiques. La compétition a enregistré la participation d'une dizaine d'hommes de médias dans les catégories comme la presse écrite, la radio et le web. Et c'est notre collègue Najim Babasissé de la station régionale ORTM Tombouctou qui est le lauréat du premier prix en catégorie web TV dénommé prix Assimi Goïta. On en sait plus avec Saloum Konaté et Mohamedou Askofari. La presse récompensée à travers un concours médiatique régional sur la valorisation du patrimoine culturel de Tombouctou. Premier du genre, cette première édition a vu la participation d'une dizaine d'hommes de médias dans différentes catégories, à savoir presse écrite, radio et web TV sur le thème « Le patrimoine culturel de Tombouctou, héritage d'hier, richesse d'aujourd'hui ». Notre région regorge de talents. Nos professionnels des médias disposent d'un potentiel immense. Ils ne demandent qu'un cadre et des opportunités comme celle-ci pour s'exprimer, se perfectionner et mieux servir nos communautés. Le jury, au cours de 3 séances de visionnage, de lecture et d'audition, a examiné 13 productions. Il y a 4 productions à radio, 5 productions à web TV et 3 productions écrites. Les lauréats sont Najim Baba Sissé de l'ORTM Tombouctou en catégorie Web TV, Seini Faye de la radio Djamana en radio et Mohamed Gakou en presse écrite.
Un appareil photo avec caméra incorporée pour la catégorie Web TV, un ordinateur portable pour la presse écrite et un dictaphone pour la catégorie radio et une enveloppe symbolique pour chaque prix. Il faut reconnaître quand même que c'est une première. C'est une première dans la région qu'on récompense, qu'on regroupe des hommes de médias et qu'on les récompense en fonction de leur production. Je salue ici la mobilisation du monde de la presse écrite et audiovisuelle de la région de Tombouctou, journalistes, animateurs, producteurs, en vue de contribuer de leur manière à la revalorisation du patrimoine culturel Tombouctou. Le chef de l'exécutif régional a remis un ordinateur portable et une enveloppe symbolique à la station de l'ORTM Tombouctou pour son engagement et les efforts consentis pour la promotion du patrimoine culturel de Tombouctou. Auparavant, une minute de silence avait été observée en la mémoire de Mariam Sissé, tiktokeuse lâchement assassinée à Tonka. Bamako abrite depuis ce matin une rencontre des experts en prélude à la 9e réunion ministérielle de coordination des pays co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton et la Côte d'Ivoire. Objectif, faire le point des négociations sur le coton à l'Organisation mondiale du commerce, définir une stratégie commune pour la 14e conférence ministérielle de l'OMC, mobiliser le secteur privé et les partenaires techniques et financiers pour la phase opérationnelle du partenariat pour le coton, entre autres. Le compte rendu de la séance d'ouverture avec Nyanya Aliou Traoré et Taïb Adjaouyakoya. Le top 4 des pays producteurs et exportateurs africains de coton est appelé C4+. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Tchad. Ils actualisent leurs données pour améliorer la compétitivité du secteur et plaider pour des conditions de commerce plus équitables sur le marché mondial. La rencontre de ce jour s'ouvre en prélude à la 9e réunion ministérielle de coordination des pays co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton et la Côte d'Ivoire. Il est quand même regrettable toutefois de constater que la route du coton n'a pas connu de résultats tangibles, faute de mobilisation des financements appropriés, et ce, en dépit de l'existence depuis bientôt 4 années du mécanisme du cadre consultatif pour le développement de la filière cotonnière autour de Madame la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. C'est dans ce contexte qu'intervient aujourd'hui le partenariat pour le coton articulé autour de l'accord conclu entre la FIFA et l'OMC. En plus de ce qui précède, nous regrettons l'enlisement des négociations depuis la conférence ministérielle tenue à Hong Kong, où les États membres de l'OMC s'étaient engagés à traiter la question du coton de façon spécifique, rapide et ambitieuse. Le coton est aujourd'hui l'essence de notre économie nationale. Il y représente 15% du PIB, 12% des recettes d'exportation derrière l'or et fait vivre plus de 4 millions de personnes. C'est pourquoi la réunion de Bamako revêt une importance capitale. Elle permettra le nivellement de la route du coton en faisant entre autres le point des négociations et du partenariat sur le coton à l'OMC, la définition à travers une feuille de route de stratégie commune de négociation pour la 14e conférence ministérielle de l'OMC. Les acteurs du projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement tiennent depuis ce matin la 6e session ordinaire du comité de pilotage du projet. À l'heure du bilan, le projet affiche un taux d'exécution technique de 92%. Les localités de Kaï, Bafoulabé, Yelimani, Nyoro du Sahel et Djema sont les bénéficiaires du projet. Son budget est estimé à plus de 6 milliards 230 millions de francs CFA. Le point avec Seydou Traoré et Moulay Sidibi. Malgré les défis sécuritaires, climatiques et la crise liée à la Covid-19, les acteurs du projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement se félicitent des résultats obtenus. Né d'une volonté présidentielle, ce projet affiche un taux d'exécution de 92% à la date du 31 octobre dernier. Le projet engage des acquis considérables dans les cercles de Kaï, Bafoulabé, Yelemani, Nyoro et Djema. On retient essentiellement la réalisation des études de faisabilité et de conception des interventions techniques, la mise en place et l'opérationnalisation du dispositif institutionnel de pilotage et de gestion du projet, la réalisation en cours de finalisation de 23 sites agroforestiers de près de 120 hectares chacun, dotés d'une clôture grillagée, la réalisation de 89 forages positifs, la réalisation de 46 châteaux d'eau de 20 mètres cubes chacun,
la dotation des 22 sites en loges techniques. Le directeur régional de l'Agence italienne pour la coopération au développement a salué la rigueur qui a prévalu lors de la réalisation des investissements. Selon Giovanni Grandi, cette rigueur repose sur la flexibilité des partenaires avec une mention spéciale au gouvernement du Mali. Le projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement représente un investissement de plus de 6 milliards 231 millions de francs CFA. Il est rattaché au commissaire à la sécurité alimentaire et financé conjointement par les gouvernements du Mali et d'Italie via l'Agence italienne pour la coopération au développement. Démarré en décembre 2020, le projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement prend fin ce mois de décembre 2025. Une mission de supervision conduite par le directeur régional de l'agriculture de Gao s'est rendue à Bagoundié dans la commune rurale de Gouzouré pour évaluer l'évolution de la campagne agricole 2025. Sur place, les responsables ont échangé avec les producteurs avant de visiter le périmètre risicole de Bagoundié d'une superficie de 50 hectares. Compte rendu, Sambaré Aïdara et Youssouf Samaki. C'est dans le cadre de la campagne agricole 2025 que la direction régionale de l'agriculture de Gao a initié cette mission de supervision qui a conduit les responsables du service à Bagoundié dans la commune rurale de Gonzouré. Avant de visiter le périmètre irrigué pour constater l'état végétatif de la rizière du village, les missionnaires ont échangé avec les exploitants du périmètre. Nous sommes venus échanger avec les producteurs. Et la thématique principale porte sur la gestion post-récolte des denrées agricoles. Car nous savons qu'entre autres problèmes qui sont à la base de l'insécurité alimentaire des populations, figure en bonne place la mauvaise gestion des récoltes. Nous sommes sur un site qui a parfaitement bien donné et nous sommes encore sur un site qui est totalement travaillé sous la direction en tout cas d'un responsable administratif, le maire de Gonzouré, qui donne encore l'exemple ici dans toute la zone. Le périmètre est géré d'une façon très claire et correcte parce qu'à la récolte, tout ce qui sort de ce périmètre est stocké. Après le battage maintenant, on fait une situation exacte pour tous les producteurs, y compris les responsables du village. Le maire de Gonzouré, propriétaire des lieux, a laissé entendre qu'au-delà de l'autosuffisance alimentaire, l'investissement dans l'agriculture permet aussi de lutter contre certains fléaux qui entravent l'avenir de la jeunesse. On a besoin d'aller vers la terre, c'est ce qui peut prendre tout le monde en compte. Surtout la jeunesse, les bras valides qui sont aujourd'hui désœuvrés, qui ne font rien, mais ils vont venir travailler la terre. La terre est là, l'eau est là, ça peut servir à tout le monde. Et c'est ce qui peut développer notre pays. Notons que cette mission de supervision de la campagne agricole 2025 est composée non seulement des responsables de la direction régionale de l'agriculture, mais aussi des agents du génie rural et de la chambre régionale d'agriculture de Gao. À Koutiala, les ONG Ahmed et Rise Against Hunger ont remis un important lot de matériel de cuisine à plusieurs groupes de soutien aux activités de nutrition et des sans caprins aux femmes et jeunes agriculteurs vulnérables. Le don constitue une activité de mise en œuvre du projet Autonomisation des femmes et des jeunes agriculteurs vulnérables dans la région de Koutiala et San, financé par Rise Against Hunger. Reportage Brimakoni. L'ONG Ahmed et son partenaire Rise Against Hunger remettent un important lot d'équipements à 192 groupes de soutien aux activités de nutrition GESAN des cercles de Koutiala, Tomignan, San et Yorosso pour des démonstrations culinaires. Suivra un don de 200 caprins aux femmes et aux jeunes agriculteurs vulnérables. La cérémonie de remise est dédiée à la lutte contre la malnutrition et au renforcement des moyens de subsistance des bénéficiaires. Ces équipements permettront aux GESAN d'avoir de la logistique pour les démonstrations culinaires. Aussi, je voudrais exhorter les communautés à mobiliser les intrants pour relever les défis des démonstrations culinaires. Permettez-moi de réaffirmer au nom du directeur général l'engagement constant de l'ONG Ahmed à œuvrer pour l'autonomisation économique des femmes et les jeunes, le développement agricole durable et la consolidation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans nos régions. Cette remise de dons est une activité du projet Autonomisation des femmes et des jeunes agriculteurs vulnérables dans les régions de Koutiala et San.
L'objectif est de renforcer les capacités des bénéficiaires en matière de pratiques agricoles afin d'améliorer l'alimentation et la sécurité nutritionnelle. Le gouvernement du Mali, à travers le cercle de Koutiala et les autres cercles bénéficiaires du projet, salue à cette occasion la volonté de ces deux structures en parfaite collaboration avec les structures techniques de l'État, des organisations de la société civile, pour les résultats probants obtenus dans les zones d'intervention en général et dans la région de Koutiala de façon particulière. Rappelons que le projet autonomisation des femmes et des jeunes agriculteurs vulnérables est financé par Rise Against Hunger. Ici, à Bamako, AFG Bank Mali a procédé à l'inauguration de son agence à Titibougou. L'ouverture de cet énième espace traduit la volonté du groupe d'être proche de sa clientèle, une vision du réseau, mais aussi une aubaine pour les clients, nous dit Awadama Koulibaly. C'est un établissement financier moderne offrant une large gamme de services qui ouvre ses portes à la population de la commune 1 et particulièrement aux habitants de Titibougou. L'initiative s'inscrit dans la volonté de renforcer l'inclusion financière des communautés. Titibougou, c'est une zone à fort potentiel où nous comptons beaucoup, recruter beaucoup de clients et répondre aux attentes de beaucoup de riverains qui sont dans plusieurs secteurs d'activité, leur proposer des solutions sur mesure, que ce soit les salariés, que ce soit les étudiants, que ce soit les entrepreneurs, les artisans. Nous sommes ouverts à toutes sortes de clientèles. Dans Sample Cashpoint, ce point de service devient une agence complète. Elle est dotée de 2 guichets automatiques accessibles 24 heures sur 24, ainsi que d'un salon VIP pensé pour offrir confort, confidentialité et meilleure qualité d'accueil. De la création de la BICIM, vraiment nous, on a eu confiance à cette banque-là. Et aujourd'hui, cette banque est devenue AFG. Vraiment, on s'en réjouit. Parce que là, le client est mis dans ses droits et le client est accompagné et soutenu. Avec cette nouvelle agence, AFG Bank Mali porte son réseau à 14 et vise 16 d'ici la fin de l'année, avec Boukouni et Kenyeba comme prochaines étapes. AMUD Mali, l'association malienne d'urologie, tient son 3e congrès du 27 au 29 novembre prochain à l'école de maintien de paix à Blondimbeya. Placée sous le thème cancer de la prostate, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration du Novembre bleu dédié à la lutte contre les cancers masculins. La rencontre regroupera d'éminents scientifiques du Mali et d'ailleurs notamment les urologues, les radiologues, les oncologues, les radiothérapeutes et les anatomatologistes. Pour plus de détails, écoutons le président d'AMUD Mali, professeur Mamadou Lamine Diakité. Il est au micro d'Ibrahim Kao Konaté et Tchedja Kamara. Le thème cette année, nous avons voulu continuer avec Novembre bleu. Comme nous sommes au mois de novembre, le mois de lutte contre les cancers masculins. Donc nous, notre spécialité s'occupe surtout des pathologies urinaires, des voies urinaires, des cancers des voies urinaires et génitales. Donc nous avons mis notre congrès, le thème central de notre congrès, c'est le cancer de la prostate. Les travaux qui vont être menés, c'est que nous allons tenir des conférences. Différents spécialistes vont être invités et toutes les spécialités qui touchent au cancer de la prostate vont venir faire des conférences. Nous allons essayer un peu de tracer le parcours du porteur du cancer de la prostate au niveau du sein de nos hôpitaux, par exemple du diagnostic jusqu'au traitement. Donc, les différents spécialistes qui vont venir, qui ne sont pas forcément des urologues, mais les autres spécialités qui touchent au cancer de la prostate, par exemple, les radiologues vont être invités. Ils interviennent dans le diagnostic du cancer de la prostate. Les radiothérapeutes, qui traitent le cancer de la prostate par radiothérapie. Parce que le cancer de la prostate, on peut le traiter par chirurgie et par radiothérapie. Les oncologues aussi, qui peuvent traiter le cancer, ils traitent les cancers en général et cette fois-ci, va toucher le cancer de la prostate. Les anatomopathologistes qui posent le diagnostic même du cancer de la prostate, parce que nous faisons les prélèvements, nous les envoyons chez eux, c'est eux qui disent qu'il y a la présence d'un cancer, ils vont être là également. Point final donc à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain 20h, s'il plaît à Dieu.